nations and partners who want to work together on this topic. If you become tainted with allegations of human rights violations or poor governance and corruption. But the private sector is... Quelqu'un du secteur minier, notamment Madame Dorothée. Comment faire appliquer les normes et les règlements pour les batteries, pour les métaux, des batteries déjà existantes, en complément à la réaction de Madame Lansel. Toutes ces lois qui ont été utilisées dans le pays doivent être implémentées dans le pays. Moi, je crois qu'il est question que nous puissions nous-mêmes, en tant que pays, prendre conscience du rôle que nous avons à jouer sur le plan international et sur le plan mondial. Parce que nous avons certes des très bonnes lois et notre pays est très avancé par rapport aussi à l'adhésion aux standards internationaux qui existent. La question sur laquelle nous sommes en train de discuter sur comment créer les richesses dans la chaîne des valeurs de l'industrie des métaux de la batterie en RDC, en Afrique. Nous devons être conscients que les batteries existent déjà quelque part, les véhicules électriques existent déjà quelque part. Donc tout ce qui se fait, ce n'est pas nous qui allons réinventer la roue. C'est-à-dire dans tout ce qui existe déjà, nous ne sommes pas les pionniers. Nous ne sommes pas non plus le pays qui a tous les minéraux dont on a besoin pour la transition énergétique. C'est-à-dire la transition énergétique est déjà là. Il faut la RDC. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Nous avons bien sûr des cadres qui sont créés, nous avons le Conseil national de la batterie. C'est-à-dire comment est-ce que nous allons mobiliser, capitaliser tous ces instruments juridiques qui existent au niveau volontaire de sécurité rwandais. Ce sont des principes qui ont été dans le pays depuis 2000, ces principes volontaires pour que nous... of the country, then you are able to plan better. Tailor standards, best practice. We tend to benchmark, copy, and want to paste in a different context without thoroughly doing about for decades. And I've been working for 16 years. Some of these conversations. Pas de plan de développement provincial. Les communautés locales n'ont pas de plan de développement local. Ce qui veut dire que c'est par à coup que les autorités locales choisissent ou disent qu'il faut tel ou tel élément. Les intérêts locaux principaux, par exemple en termes d'infrastructure, dès que cette histoire est réglée, maintenant les entreprises peuvent profiter. Moi j'ai regardé par exemple en termes de financement, sur les 5 ans, ces fonds représentent à peu près 300 millions de dollars. 300 millions de dollars sur 5 ans. Ce qui veut dire que, mathématiquement parlant, le gouvernement ou un consortium des entreprises minières, par exemple, peuvent facilement lever 1 milliard de dollars sur le marché et faire un bon programme d'infrastructure dans les milieux dans lesquels ces entreprises minières fonctionnent, et ça a de la visibilité au-delà des attentes du gouvernement. Et ça pourrait augmenter la gouvernance parce qu'il y a un contrôle citoyen au niveau local. J'aimerais avoir votre avis, l'ensemble de panélistes, sur cette question-là. 0,3%. Local, à comprendre comment créer des synergies. Je travaille sur les territoires, mais quand le secteur minier investit, la qualité des investissements dans un secteur pour nourrir les autres secteurs. Je pense par exemple à est-ce que le secteur minier a pu se construire sur base des premiers investissements qui étaient très importants, l'agriculture, l'agro-industriel, la transformation des produits, créer un tissu de PME local qui pour capter les externalités des investissements massifs dans un secteur. Et le secteur des États-Unis, c'était une ville orientée vers les mines de charbon, mais dans la technologie, dans l'intelligence artificielle encore aujourd'hui, et on a réussi à recycler en fait les investissements, en tout cas la richesse. Petit complément par rapport à ce qui dit la vision holistique, nous avons vécu ce infirmier, je crois que nous avons, pour ceux qui ont grandi au Canada, ont vécu comment. Je vais demander au micro-baladeur s'il y a le micro-baladeur d'être prêt pour recevoir des croix. Je crois que ça sera plus intéressant. S'il y a des questions dans la salle. Mais également, c'est-à-dire, quand aussi, ils ne vont pas toujours, par exemple, nous attendre quand nous cherchons à marcher avant de courir. Que nous marchons, parce qu'il y a un plan qui est en train de nous guider, parce que si on ne sait pas
Je suis un peu, comment dire, un peu sceptique par rapport à la proposition. Je voulais savoir si on peut se rendre compte que pour l'instant, d'abord le niveau d'épargne nationale est faible, ce qui veut dire qu'il y a une difficile capacité de pouvoir mobiliser cette épargne, il est inférieur à peine à 16% du PIB, ce qui est très anormal pour un pays en développement. Deuxièmement, nous avons un système bancaire et financier qui est environnant. Comme vous le savez, par exemple, la RDC, il y a très peu de Congolais qui sont dans le système bancaire, qui ont des banques. La RDC n'a plus de banques pour des Congolais, par exemple. Les banques sont quasiment étrangères, ce qui est déjà un handicap sérieux en termes de développement. Deuxièmement, le marché financier n'existe pas. Or, pour pouvoir faire fonctionner les véhicules financiers, il faut un marché financier. Il n'y a pas de bourse de valeur. C'est là qu'il faut aller chercher les capitaux. C'est là que les grands opérateurs qui sont ici devaient pouvoir placer leurs fonds. Par exemple, le minier, lorsqu'ils expatrient, ils rapatrient leurs devises. Ils en font quoi? Ça fait des fonds dormants qui ne sont pas utilisés par l'État. Donc il faut nécessairement pouvoir, d'abord, à mon avis, pouvoir faire accélérer le processus, de pouvoir accélérer la mise en place du marché financier, de telle sorte que ce soit les assureurs, que ce soit les investisseurs institutionnels, que ce soit les grandes entreprises puissent avoir de beaux valeurs, là où ils peuvent placer des actions. D'ailleurs, on a vu la fois passée, quand le gouvernement a voulu émettre ces obligations, on n'a pas pu mobiliser suffisamment d'argent parce qu'il n'y a pas de marché pour pouvoir le faire. C'est ma première préoccupation. La deuxième, c'est toujours dans la même ligne, mais pour la question à Sébastien, oui. Je crois que les grands problèmes aussi des villes durables, ça se voit par exemple avec des villes comme Charleroi en Belgique, par exemple. Après la mine, on se retrouve avec des villes qui tombent et qui ont des gros problèmes. Et je pense que la question d'aménagement du territoire est une question importante pour la RDC. Vous savez qu'il n'y a pas de plan d'aménagement du territoire. Il ne faut pas passer seulement au niveau national, du niveau du centre, jusqu'au niveau local. Et je me posais la question de savoir est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager, dans l'option de financement de ce système, de ce modèle, d'envisager l'option aussi de pouvoir accompagner le processus d'aménagement du territoire au niveau national. Ok, merci pour ici en RDC, une stratégie d'aménagement du territoire au niveau national qui est relayée au niveau provincial et qui est relayée au niveau local. Donc il y a un besoin de planification multi-échelle. Vous savez, tout ça est en cours d'élaboration. Il y a un code de l'urbanisme qui est en cours, il y a aussi un code de l'aménagement du territoire, mais il manque toujours cette capacité au niveau local à faire appliquer donc, si une ville comme Kolwezi, ou même comme Manono, enfin, zone économique spéciale, une ville qui est à plus de 50-60% avec une économie minière, a une vision au-delà de sa richesse actuelle, eh bien on va commencer à faire le lit d'une potentielle classe moyenne qui repose sur des PME locales. Mais tant qu'on n'a pas la capacité de mobiliser des projets d'infrastructure, des investissements dans des projets d'infrastructure qui soient mutualisés autant pour le secteur unique que pour tous les autres secteurs industriels, mais aussi pour la population, donc le transport de passagers, ben on n'a pas vraiment un socle territorial qui permet de faire émerger une économie diversifiée, et donc des PME, et donc une classe moyenne. Donc les villes durables, c'est avant tout une classe moyenne. Et c'est ce qui manque vraiment dans la plupart des villes congolaises, évidemment, hein, toutes, même Kinshasa souffre énormément de cela. Le développement urbain repose sur le tissu industriel, et le tissu industriel repose sur l'accès à l'énergie et sur l'accès aux infrastructures. Et ensuite, une fois qu'on crée de l'emploi, il faut pouvoir créer une connectivité entre l'habitat et l'emploi, une accessibilité entre ces deux fonctions majeures de l'aménagement de la ville. Et tant qu'on n'a pas cette vision économique, parce qu'il y a beaucoup de plans d'urbanisme qui sont faits, il y a des outils légaux, il y a des choses comme ça qui sont faites, mais il n'y a pas de vision économique et il n'y a pas de translation, de traduction de ces plans en des plans d'investissement. Tant qu'on n'a pas ces éléments, la vision plus la capacité à structurer ces investissements, eh bien on n'aura pas
ville durable en RDC, malgré toutes les bonnes intentions au niveau de l'urbanisme écologique ou de tout ce qu'on peut imaginer comme bon concept. Et on ne pourra pas se contenter d'importer des concepts de ville à l'étranger. Merci pour les réponses. En ce qui concerne le plan économique, je crois que vous aussi également vous orientez vers... I would like to answer from that person who says, when can we make the first battery in DRC? Yeah, you can do it. So you can do it in 6 months also, you know. If you can go and import the cells from China or some other countries, and you can do the assembly here, you can do that in 6 months. But now here in DRC, what we are talking about is being part of the initial value chain. You know, we talk about how the minerals can be produced, how can we build these battery assemblies, the last stage you are talking about. Every country is doing that today. So if we want to be part of the huge, bigger picture, bigger role, we need to see what minerals we have today. We have all the mineral source today. We give it out to other countries and we process it in other countries. So what we are talking here is there a possibility to be part of that value chain? The second stage, the third stage, you know. So that, we are talking about gigafactories. For any motorbikes, one motorbike takes about 3 to 5 kilowatt. We're talking about gigafactories here, building more investment, building more. So of course there will be lots of components to it. It will take time and we will be there. Okay, of course, you can do the battery as we want, okay? Even in 1 week, you can do the battery. In 1 week. Je parle sous connaissance de la chimie que j'ai faite. Parce qu'à l'université de Kinshasa, on le fait déjà. Mais elle a si bien expliqué, j'attends la session 7. Monsieur Foucault, s'il vous plaît. D'abord un peu sur les questions qu'on nous a posées, je crois que c'est de matière assez complexe. Si vous pouvez être un peu plus précis pour que nous faisons la deuxième série. Je vais commencer effectivement à la dernière question, à la question abordée par Jean-Marc. Il serait plus facile de dire qu'on va produire les batteries dans les 15, les 14. Ce sont des chiffres comme vous avez. Mais je crois qu'il faut qu'on soit plus réaliste. C'est que dans les modèles envisagés pour la production de batteries, pour l'amélioration de la chaîne de valeur des batteries, il y a 3 modèles qui ont été proposés. Le premier, c'est le modèle d'un producteur exclusif, c'est celui qui achète tout ce qui a déjà été transformé. Il ne fait que monter la batterie et la mettre sur le marché. Le deuxième modèle, c'est le modèle local. Un produit comme la RDC, nous pouvons décider de transformer tous les minerais que nous avons, nous les introduisons dans la chaîne de valeur des batteries et acheter les minerais que nous n'avons pas chez les voisins. Ça, c'est le modèle local. Et il y a le modèle intégré où vous partez de la chaîne de valeur parce qu'il faut dire qu'on parle de la chaîne de valeur de batterie, mais chaque minerai a sa chaîne de valeur. Donc vous partez de la chaîne de valeur du cobalt jusqu'à avoir les métals qui rentrent dans la composition de batterie. Vous partez du concentré, je ne sais pas, de manganèse jusqu'au métal qui est dans la fabrication de batteries, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est ce que veut faire la RDC. La RDC veut améliorer sa participation à la chaîne de valeur des batteries. Et donc il ne serait pas évident de dire ici, maintenant et tout de suite, que dans 10 mois, dans 20 mois, dans 50 mois, on aura la première batterie. Mais ce qu'il faut retenir, là je vais passer à la question de celui qui m'a évolué sur les plans. Ce qu'il faut retenir, c'est que la République démocratique du Congo a déjà une vision. Elle sait où elle veut aller et elle met les moyens pour y aller. Et donc il y a, au-delà de l'étude de faisabilité, l'étude de Bloomberg qui ont été menées, il y a une autre étude qui est en train d'être menée par un cabinet congolais, qui va effectivement nous positionner sur cette chaîne de valeur des batteries.
Au-delà de cette étude, il y a un plan stratégique de développement de la chaîne de valeur de la RDC qui est aussi en cours de diligence. Et ces différentes études, effectivement, vont nous donner des données précises et claires pour nous dire voici dans un mois où nous serons, voici dans 5, 6, 7, 8 mois où nous serons. Et donc, comme on dit, qui ne planifie pas de réussir, planifie d'échouer. Et la RDC ne sera pas de ces comptes-là. Effectivement, parce qu'il y a des études qui sont en train d'être menées pour cibler la position exacte que la RDC devrait occuper sur cette chaîne de valeur des batteries. Hier, le prof nous a rappelé que nous ne captons que 3% de cette chaîne de valeur des batteries. Encore que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 3%, c'est ce que nous captons sur toute la chaîne de valeur. Et si vous vérifiez très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les détenteurs de capitaux qui retiennent l'essentiel de ce 3%. Et donc la RDC ne pourrait se retrouver qu'avec de la sauce tombée sur la table et de ceux qui détiennent les capitaux. Alors, allons-nous continuer à nous contenter de cela? Nous disons non. Il faut améliorer notre participation à cette chaîne de valeur des batteries. Et ici, on ne parle pas de batteries pour la mobilité bas carbone, comme on dit. Nous parlons aussi des batteries pour le stockage de l'énergie, pour améliorer notre dessert en énergie. La question du prof, moi je dirais que c'est plus une recommandation qu'une question, parce qu'effectivement, pour l'efficacité du véhicule financier, il faut qu'on ait un marché financier. Et donc, effectivement, au niveau du ministère des Finances, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis pour mettre en place un marché financier qui va nous permettre d'intégrer toutes les parts dormantes, effectivement, tous les fonds qui sont rapatriés par les miniers, les intégrer dans la chaîne de valeur. Il y a aussi un autre outil qu'on pourrait éventuellement utiliser, c'est les fonds miniers. Malheureusement, tel que vous le savez, le professeur, le fonds minier a été considéré comme un établissement plus qu'ordinaire, alors qu'à la base, ça devrait être un fonds souverain qui, sur le marché boursier, peut spéculer et nous ramener suffisamment de capitaux. Si vous prenez les fonds souverains norvégiens, qui est le fonds souverain le plus puissant au monde, représentant 20% de la capitalisation boursière mondiale, et qui, avec toutes ces participations, 71% en actions, 21% en obligations et 2,3% de dépenses dans les secteurs immobiliers. Et donc, c'est les types d'investissements que pourraient se permettre les fonds miniers congolais pour effectivement orienter, diversifier notre portefeuille de la rente minière, nous permettre à ce que le jour où, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le jour où les mines nous poseront problème, nous savons où nous pouvons nous reposer. Et ces fonds miniers pourraient nous permettre aussi de développer notre marché financier. Parce que pour développer un marché financier, il faut d'abord avoir les fonds nécessaires pour le faire. Et les fonds miniers devraient être un véhicule qui nous permettrait de le faire. Malheureusement, c'est considéré comme un établissement public ordinaire qui ne nous aide pas à grand-chose, alors que son rôle devrait être diversifié. Et j'ai toujours été de l'avis de ceux qui pensent que c'est un outil à mettre entre les mains du ministre des Finances pour qu'il utilise en termes de spéculation sur les marchés financiers et donc, en quelques mots, je crois que vous, en quelques phrases, mes réponses sont précises comme vous le dites. Ok, merci pour tes réponses. Nous allons passer directement à... On n'avance pas. Donc vraiment, on veut savoir clairement les objectifs parce qu'au finish, les gens sont payés, les choses avancent et on ne voit pas des résultats. Vraiment, le cahier des charges doit être bien défini sur un timing clair. Les gens sont disponibles, on prend des agendas, des discussions, on clarifie, on avance et on décolle. Parce que vraiment là... Okay, merci beaucoup pour la... La question
Est-ce que tu me penses, s'il vous plaît? D'accord. La question, en fait, va pour Rise, en fait. J'aimerais savoir quelle est la place de l'énergie, parce qu'on essaie de se dire que l'énergie est le principal sujet, finalement, si on veut structurer une industrie de fabrication de batteries. Donc, dans l'étude de faisabilité que vous avez fait, comment est-ce que vous avez opté pour... quelle a été votre réflexion autour de l'énergie moins chère, abordable, comment vous avez structuré ce point-là? Merci. Je voudrais commencer par la dernière, ou alors le tout. Mais ce qu'il faut dire, hein, nous comprenons l'appétit qu'il y a à voir les résultats. Je vais vous demander une chose, laissez-nous apprêter la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a dit, la RDC s'est donné l'ambition d'améliorer sa participation à la chaîne de valeur des batteries. J'ai dit tout à l'heure, il est si simple de dire on va développer l'industrie demain, parce que ça peut se faire effectivement. Seulement, il y a dans le développement de projets ce qu'on appelle des aspects inflexibles et des aspects flexibles. Je prends l'exemple du choix de la zone économique spéciale. La RDC a disponibilisé 2000 hectares depuis un an, je pense, pour qu'une zone économique spéciale soit développée précisément à Koussébert. Les études de préfaisabilité démontrent que cet espace-là n'est pas indiqué pour développer une zone économique spéciale aujourd'hui. Et au regard des critères factuels. Alors, je prends un exemple. À supposer que le gouvernement avait investi 100 millions pour développer une zone économique spéciale, il faut environ 100 millions de dollars. Et que le gouvernement avait investi 100 millions de dollars pour développer cette zone économique spéciale. Après les études de préfaisabilité, parce que les études de préfaisabilité vous montrent les coûts d'investissement et les bénéfices potentiels. L'étude démontre que l'espace n'est pas approprié. Le gouvernement investit 100 millions. Et donc, ça c'est une question, par exemple, ça devient une question inflexible où le gouvernement doit prendre une décision, doit se rassurer en amont. Il y a une étude de préfaisabilité qui est faite et que tout investisseur qui vient s'installer dans cette zone économique spéciale réalise le bénéfice tel que les prévoit son business plan. Vous développez une zone dans un espace où l'électricité est difficile d'accès, les routes sont un peu plus loin et il faudrait investir encore un peu plus et les bénéfices ne vont pas suivre. Et donc, il y a des points d'inflexibilité où il faut laisser le gouvernement faire correctement le travail et aller tel qu'il se doit. Alors, comme je disais, développer une zone économique spéciale, pour les cas de la batterie, on doit tenir compte de la chaîne d'approvisionnement. Où sont les exploitants miniers? À quelle distance sont-ils par rapport à la zone économique spéciale ou à l'espace recueilli pour la zone économique spéciale? Ces distances, c'est distance logistique. Il y a des coûts pour approvisionner les usines. Il y a des coûts pour transporter les produits finis, parlons des précurseurs des batteries ou autres qu'il faut amener. Il y a une industrie chimique qu'il faut développer tout autour et il y a des exigences pour développer une industrie chimique. La RDC n'est pas comme je disais, ne s'est pas donné l'objectif de construire une unité de production des 10 000 tonnes de précurseurs des batteries. Si c'était cela l'objectif, cette usine, comme on l'a dit tout à l'heure, elle serait déjà en place. Seulement, la RDC veut améliorer non seulement sa participation à cette chaîne de valeur des batteries, mais améliorer aussi la vie de sa population. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir toutes ces richesses pour que personne en profite. Je disais tout à l'heure, si on capte 3% de cette chaîne de valeur des batteries, ceux qui captent l'essentiel de ce 3%, ce sont les détenteurs des capitaux dans les mines. J'ai aimé l'interpellation du vice-président de la Chambre des mines qui traitait un peu le secteur minier avec beaucoup de respect.
bien évidemment, c'est le respect que nous accordons à ces secteurs, ou alors l'attention du gouvernement qui accorde à ces secteurs, qui pousse la RDC effectivement à se fixer l'ambition d'améliorer sa participation à la chaîne de valeur de l'agriculture. Je crois que la question, je vais effleurer un peu la question sur l'énergie. Tout projet industriel intègre l'aspect énergie dans son développement pour se rassurer qu'il réussisse, surtout s'agissant de la RDC. Il se note un déficit criant en termes de dessertes en énergie dans les grands Katamas. Et donc il y a des projets qui sont en train de se développer pour améliorer cette desserte, notamment les fameux INGA, les fameux grands INGA, qui est en train de prendre de l'envol avec toutes les discussions et les études qui sont en train d'être menées pour les financements. Hier, le prof a dit qu'il faut 6 mois pour construire les grands INGA. Ça, c'est pour les construire, mais il faut autant de temps pour nous. Alors c'est dans notre responsabilité aussi, et dans notre intérêt, d'accompagner les pays comme la RDC dans le développement et dans la... de vraiment pouvoir devenir souverain de ces minerais et profiter au maximum. Alors le partenariat a comme un des objectifs principaux d'accompagner les valeurs ajoutées au niveau local, la formation, coopération, recherche, les secteurs connexes, énergie, de trouver des manières de financement pour accompagner ce développement. Mais j'aimerais bien y revenir, mais merci d'abord. Merci beaucoup, Madame Mathilde. Ma deuxième question, en fait, ma première question va aussi aller au professeur Kalele. Vous avez entendu l'intervention de Madame Mathilda, et en tant que professeur, en tant que... je sais que vous avez un accent qui est quand même sur tout ce qui est formation. Donc j'aimerais bien, si vous pouvez, au fait, répondre à la première question. Comment est-ce que nous, Congolais, la RDC, comment est-ce qu'on peut faire pour couper les lacunes en matière de compétences et de promouvoir le développement des talents dans l'histoire? Nous savons bien que la RDC a une population qui est en moyenne très jeune, et j'aimerais bien avoir votre opinion par rapport à comment est-ce que nous pouvons former ce capital humain que nous avons en RDC. Merci. Merci pour la question. Avant toute chose, je commençais par saluer bon après-midi à tout le monde. Je veux préciser un certain nombre de choses. Ici, je représente d'abord le Conseil congolais de la batterie, qui est un organe, un établissement public qui par le gouvernement congolais, qui a pour mission de mettre les éléments de la chaîne de valeur de la batterie. Mais également, je représente le Centre d'excellence, le Centre africain d'excellence pour la batterie, qui est au fait un autre bras pour la chaîne de valeur de la batterie, dirigé par le professeur Kanda, que je remplace, que beaucoup connaissent ici. Et c'est plus sur cet aspect-là que je vais me présenter, parce que le Centre africain d'excellence pour la batterie a pour vocation de mettre en fait la formation, les modules de formation qui entrent dans ce que nous appelons tantôt le développement durable. Parce qu'on ne peut pas parler de développement durable tant que nous n'avons pas mis en place l'homme au centre. L'homme, c'est lequel? C'est un homme qui est formé, un homme qui est mis avec toutes les compétences nécessaires afin de développer la chaîne de valeur de la batterie. Il faut commencer par circonscrire une chose. Vous avez la chaîne de valeur de la batterie qui est en fait une chaîne avec plusieurs maillons. Le premier maillon que tout le monde connaît, parce que c'est le maillon qui m'apporte un peu plus ici, c'est l'extraction minière. Nous sommes dans l'industrie minière, mais au niveau de l'industrie minière s'arrête au traitement. En fin de l'industrie minière, nous avons l'industrie chimique qui accompagne l'industrie minière.
Et là, nous commençons avec la formation des chimistes qui sont appelés à faire la transformation ou le raffinage en amont de la chaîne. Et ensuite, avec la chaîne, avec celle telle que nous planifions, c'est la fabrication ou le raffinage de composants. Et pour le raffinage de composants, nous avons effectivement besoin des gens qui sont capables et compétents. Je ne dis pas ici que nous n'avons pas des gens compétents. Nous avons des gens qui sont compétents et formés. Et pour, par exemple, si je dois donner des exemples, nous avons au Congo ici beaucoup de compétents et formés dans les meilleures universités du monde, et même d'Afrique. Parce que nous ne cherchons pas des informations, mais je peux vous garantir cela. Qu'on a présenté ici, on avait semblé voir qu'au Congo, il n'y a pas de gens qui ont travaillé sur les batteries. Je ne suis pas le seul à avoir fait les batteries, et nous sommes assez nombreux. Et nous nous sommes engagés, ayant fait les batteries, à former des gens qui viendront parce que les métiers vont se créer dans ce domaine-là. L'industrie chimique qui est à la base de la fabrication des matériaux actifs pour les batteries. Ensuite, les batteries seront assemblées. Nous aurons besoin, nous avons des ingénieurs assembleurs de batteries et nous en avons ici au pays. Il y a même des brevets, pour ne pas les citer à la personne qui est à l'autorité de régulation, que nous connaissons très bien l'ingénieur. Ne pas la citer. Nous avons des gens compétents, sauf que bon, parfois nous ne cherchons pas l'information et nous ignorons beaucoup de choses. Et s'en suivra le montage des batteries blocs. Je rejoins M. Robinson, j'espère que je n'ai pas massacré le nom, qui parlait du fait que nous avions déjà eu à fabriquer des piles ici au Congo. Nous avons Pile of Africa, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'étais à Kisenge, j'ai vécu avec des gens qui ont fabriqué les batteries que les gens ont utilisées ici, ou les piles que les gens ont utilisées, les piles Léopard. Donc ensemble, en fait, ignorer un certain nombre de choses que je vais essayer, par vos questions, j'espère bien, je vais essayer un peu d'apporter des éclaircissements. Si nous passons à l'autre maillon, nous avons les véhicules électriques et la mobilité électrique. Je salue en passant notre ami qui a des motos électriques, Altec. Avec lui, nous avons des ingénieurs sur la fabrication ou le montage des batteries électriques. Mais à côté de cela, nous aurons besoin des ingénieurs pour la maintenance. Parce que vous ne pouvez pas avoir un véhicule sans que vous ayez une personne qui est formée pour la maintenance. Nous en avons. Nous en avons des gens qui sont formés. Peut-être c'est le nombre qui est réduit parce que, en fait, la demande pour le nombre de véhicules n'est pas suffisamment grande. Okay? Il n'y a pas un grand nombre de véhicules, c'est comme ça qu'on voit pas mal. Je vous le dis, je vous affirme que nous avons des gens capables de le faire et des gens qui sont capacités, qui sont compétents dans ça. Et à la fin, nous avons le dernier module, c'est le module de la réutilisation et du recyclage. Nous avons des personnes qui sont compétentes, et moi j'anime une équipe au niveau de la faculté de sciences, où nous avons travaillé. Nous travaillons sur la réutilisation des batteries pour ordinateurs, pour d'autres usages. Parce que nous savons que nous avons le monde de la batterie, nous ne voyons pas que la partie véhicule électrique, mais nous avons un monde très vaste. Je vais vous donner une information que peut-être beaucoup ignorent. Lors de l'innovation scientifique, il y a une dame qui a présenté un véhicule électrique. Je crois que beaucoup s'est passé dans les réseaux sociaux, on a beaucoup apprécié le véhicule électrique et le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, a fait l'honneur de monter dans ce véhicule. Mais cette dame a fait un véhicule avec des batteries au plomb. Or, le batterie au plomb actuellement gagne en une représentation sur le marché des batteries. Les batteries au plomb actuellement ont 32% de part du marché. Nous avons, comme le disait notre ami l'autre fois, nous avons beaucoup de technologie, nous avons beaucoup, comme on appelle en termes simples, nous avons beaucoup de chimie de batterie. Ok? Il suffit à nous de choisir par rapport à nos intérêts et nous allons engranger beaucoup de la valeur ajoutée et de l'argent dans tous les maillons. Parce que nous utilisons, nous sommes dans la salle ici, comme tout le monde est portable. Et ça c'est certain. Nous avons une chimie des batteries pour les portables qui est différente des batteries pour véhicules. On a un peu, j'ai l'impression que nous avons un focus sur un seul type de batterie pour véhicules électriques.
Je crois que sur ce point, je peux un peu m'arrêter ici pour dire que nous sommes capables, nous avons les compétences. Le Centre d'excellence, le Centre africain d'excellence a mis au pied un curricula de formation pour les différents maillons. Et c'est en application, dans la présentation, on dit, c'est professeur d'électrochimie. Toute la batterie repose sur l'électrochimie, la production de l'électricité par la chimie et la conservation de l'électricité par la chimie. C'est ce que nous enseignons et vous avez des étudiants, des personnes qui ont des compétences et qui connaissent la matière. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, professeur. Parler du partenariat de l'Union européenne, Centre africain d'excellence pour la batterie. Et vous êtes là depuis le début. Il y a ce manque de capital humain. Et de votre point de vue, et lorsqu'on a mis en place le Centre africain d'excellence, avec à ce qu'on puisse d'une part augmenter la capacité. Nous sommes au centre de ces batteries au niveau mondial. Il y a une grande demande au centre de tout, que ce soit en termes du personnel et en termes de minerais. Mais quelque chose ne suit pas. C'est le financement. C'est celui qui est sorti. À moins qu'ils me disent qu'ils ont déjà obtenu des financements. Ça dérange pas, je peux vous aider. Là, je peux mettre ça. Nous sommes en train de compter sur les partenariats RDC, Zambie, c'est maintenant avec les États-Unis, avec Ware. On ne va pas seulement nous dicter, on ne va pas demander à ce que nous devons produire. Est-ce qu'on va continuer à produire, même à l'intérieur, et puis peut-être à notre question? Madame Mathilda, vous avez entendu les propos de M. Georges à ce développement socio-économique du pays. Merci. Et le fait qu'il y a des structures qui peuvent les encadrer pour faire. Le premier pas, c'est de conclure ce partenariat, une sorte de cadre politique et stratégique pour. Et là, je trouve que la RDC doit se mettre au centre de toutes les types de choses. Après, il faut bien sûr des financements plus conséquents que ça. Les dons, l'aide aux coopérations ne veut jamais faire booster toute une industrie, ça c'est clair. Alors là, il faut regarder, et on est déjà en contact avec les banques d'investissement en Europe, la Banque européenne d'investissement, mais aussi d'autres, les États membres, pour financer des différents projets. On peut regarder l'énergie, transport et autres, des secteurs qui demandent beaucoup de financement. Après, il faut bien sûr aussi impliquer le secteur privé. Ça, c'est clé. Alors, le secteur privé européen de venir ici et d'investir ici, pour aussi la valeur ajoutée locale. Alors, exactement ce que le professeur et le directeur ont mentionné, de vraiment augmenter cela dans le pays. Parce que, comme vous le savez, peut-être que l'Union européenne a toujours un secteur d'exploitation de minerais en Europe, mais peut-être moins active ailleurs et en RDC. Mais on a d'autres secteurs qui sont connexes au secteur minier, où on peut vraiment apporter une expertise et aider la RDC de justement augmenter cette chaîne de valeur dans les secteurs connexes et tout au long en fait, de la chaîne. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aimerais, avant de poser la deuxième question, professeur, j'aimerais juste, Naomi et Jessica, savoir s'il y a une question dans la salle. Si vous avez une question que vous aimeriez bien poser à l'un des intervenants, est-ce qu'il y a une question? D'autres batteries du niveau international. Il y a moyen de voir le marché local. Je pense qu'il y a l'éclairage public en RDC, l'éclairage rural, où on peut avoir énormément besoin de batteries. Donc, si on peut essayer de développer un marché au niveau local, on verra qu'on n'a pas nécessairement besoin d'attendre de mettre en place des batteries d'une qualité et d'un standard très élevé. On peut commencer petit et développer le marché progressivement
jusqu'à atteindre le standard qui est international. Au lieu de vouloir faire une Rolls-Royce en batterie, alors qu'on part du niveau zéro. C'est ça qui fait qu'on réfléchit trop et à la fin, on ne parvient pas à démarrer. On peut commencer bas et voir un développement du marché local, marché africain, et fournir des batteries et grandir à partir de cette niche-là. Il y a plein de besoins de stockage d'énergie ou de mobilité par vélo, par moto, qu'on peut développer assez facilement au lieu d'attendre de faire une Rolls-Royce. En fait, c'est une approche qu'au niveau du Conseil congolais de la batterie, c'est une approche que nous avons. Donc, vous dites des choses que nous accueillons, que nous avons déjà planifiées. Le marché existe. Vous avez donné, je donne un exemple assez simple. Nous avons dans nos villes, je prends par exemple la ville de Kalemi, si je ne me trompe, parce que j'ai travaillé sur un projet d'électrification ou les lampadaires solaires. J'avais travaillé, ça date de 2017, je pense. Il y avait Kalemi, Moba, et puis un peu plus loin, on est allé jusqu'au niveau de Kabongo. Il fallait planifier. Nous avons installé, la société avec laquelle j'étais consultant a installé, je crois qu'ils sont arrivés jusqu'à installer. Mais il se pose un problème avec les batteries, c'est qu'au bout de 2 ans, si vous regardez bien tous ces lampadaires ne s'allument plus. Ce n'est pas que les lampadaires sont abîmés, c'est-à-dire que les batteries sont foutues, parce que les batteries ont une durée de vie. Et la durée de vie, ça dépend de la technologie, vous en avez pour 2, 3, 4 et 5 ans. Donc ça veut dire que nous avons un marché du remplacement de la batterie. Okay? L'infrastructure existe, mais il faut remplacer la batterie. Donc ça, c'est déjà quelque chose que nous avons, que nous planifions, parce que nous devons avoir cette vision. Et c'est dans ce sens-là que je vois la réglementation européenne qui commence à obliger, depuis de l'année prochaine, à ce que les batteries, les fabricants des batteries, puissent mettre des batteries qui sont facilement remplaçables. Nous avons le problème avec le téléphone, le smartphone. Nous avons, à un certain moment, nous avons estimé qu'il était plus facile, plus économique de faire des batteries avec des pochettes en plastique. Des batteries incorporées, comme on appelle maintenant là. Donc, les batteries incorporées, dès que la batterie est foutue, vous déclassez le téléphone, alors que le téléphone peut être encore performant. C'est juste un problème de batterie. Donc ça, c'est un marché sur lequel nous travaillons. Nous avons déjà une planification sur ça. Mais je reviens dans quelques années, nous aurons 1 million ou 11 millions de véhicules. On fait un petit calcul, la part du Congo sera combien? Les recettes par rapport à ça sera combien? Donc, je répète que nous sommes dans un paradoxe. Lorsque vous avez des opportunités comme les nôtres aujourd'hui, avec ce que nous avons comme minéraux qui sont stratégiques, que les Occidentaux appellent minéraux critiques, parce qu'ils n'en ont pas. Nous, on doit appeler minéraux stratégiques parce que nous les avons. Mais comment faire de sorte que ce que nous possédons, nous puissions réellement les mettre en valeur, de sorte que, on va créer beaucoup d'emplois, parce que toutes ces industries peuvent venir s'implanter ici. Lorsqu'elles s'implantent ici, nous avons l'emploi, nous avons les taxes, nous avons les recettes. Et le pire maintenant, le Congo a pris cette politique d'être régulateur. Le Congo, la RDC, c'est un régulateur. C'est-à-dire qu'il laisse les investisseurs faire les mines, produire. Ce n'est pas nos mines. Nous ne faisons que recevoir les taxes. Mais lorsque nous serons acteurs, nous allons contrôler ensemble avec les investisseurs, nous aurons gagné beaucoup. Et nous aurons de l'emploi. Nous allons aussi tenir compte de cette durabilité. On ne va pas avoir la durabilité d'un secteur lorsque vous ne faites que réguler. Et d'autres ont le monopole de contrôle. D'autres sont dans les systèmes déclaratifs. Et ils déclarent que vous êtes parfois dans l'incapacité de contrôler les déclarations. C'est un problème réel. Donc moi je suis tout à fait d'accord
tel que le prof a dit, nous avons quelques compétences, il faut augmenter les compétences, nous avons des opportunités, il faut mettre en valeur ces opportunités pour tirer suffisamment profit. Regardez, nous, avec les CCP, pour financer une étude sur la zone économique spéciale, on doit avoir un financement. C'est-à-dire que dans notre budget, on est incapable de mettre le budget pour que les études de faisabilité soient la nôtre. Ça ne soit pas une étude de faisabilité qui est financée par une banque ou par l'Union européenne. Non. L'Union européenne ou les autres partenaires doivent amener l'argent pour vraiment la production. Mais les premières études avec les capacités que nous avons doivent être nos propres études, financées par nous. Ce n'est pas 1 million, c'est 700 quelque chose mille que tel partenaire doit venir financer au moment où nous sommes au centre de cette transition énergétique. À un moment donné, quand on prendra conscience, on mettra une politique publique qui nous permet de dire que non, nous sommes les propriétaires de 60% du cobalt au monde. Donc j'ai l'immense plaisir d'accueillir Richard, qui représente Mr. Donald, qui est directeur mission pour USA, ici à Kinshasa, et qui s'excuse. Richard, tu auras peut-être de remplacer l'excellent Mr. Donald, mais je suis certaine qu'après 30 ans en RDC et ta grande connaissance du pays et du secteur, tu sauras relever cette tâche avec excellence. Donc, et Sébastien, qu'on vous a présenté plus tôt. Donc, je ne sais pas si est-ce que tu veux bien dire peut-être quelques mots de ça en son nom. Merci beaucoup. Je communique les excuses de M. John Dunlop. Nous n'avons pas suivi les dernières émissions du programme. Il a des autres obligations en ce moment. Je suis le conseiller principal en minerai à USAID. Je travaille avec M. Dunlop, évidemment. Avant de partager les remarques, une perspective un peu personnelle que je puisse partager, je voudrais exprimer une grande impression positive de nos réflexions ensemble. Je peux suggérer que les moyens sont là, les ressources sont là, c'est dans la terre, c'est sous la terre. Ce qui bloque, et même nous avons les moyens apparemment d'investir dans le carburant, dans les véhicules qui utilisent le carburant. Alors, c'est une question de convertir cet investissement que nous avons déjà consacré au transport et à l'énergie à travers nos batteries, nos minéraux. J'entends toutes les excuses, Georges. Toujours, nous parlons de manque de financement. Actuellement, peut-être, même pour cette perspective, qui voudrait partager comment l'e-mobility peut être actualisé dans le continent, c'est important de changer la mentalité un peu. Nous avons les moyens, nous avons les ressources. Nous avons les minéraux pour convertir où nous investissons maintenant dans un sens plus approprié et plus intéressant pour le monde. Et même cette question de financement pour le gouvernement local, pour créer les bases, de charger les véhicules, de charger les batteries. Je m'excuse. S'il y a quelqu'un de Glencore dans la salle, je peux partager une estimation. Si nous prenons le pourcentage, redevance minière dans une année pour la commune de Dilala à Kolwezi,
seulement, si j'ai bien compris un peu l'estimation, si on prend seulement le pourcentage des redevances minières, le 15% de 3,5% de valeur de cuivre et cobalt exporté, plus le 0,3%, plus les cahiers de charges, plus l'engagement propre de RSE qui dépasse les obligations légales, TFM, Glencore, MMG investissent plus qui est obligatoire. Et parfois, nous, au Congo, nous oublions quelque chose. Que la rétrocession est dans la Constitution. Que toutes les taxes des provinces, 40% des taxes d'impôt, devraient être rétrocédées. Le Grand Katanga a réussi plus les autres provinces de récupérer ces 40%. Mais seulement pour la redevance et le 0,3%, je pense que la commune de Lila la touche entre 50 et 100 millions de dollars par année. Donc ce n'est pas une question de finance, mais d'ambition, c'est ça? Oui. Alors, je propose pour quelques minutes, nous prenons en tête une perspective que les moyens sont là. Encore, nous voudrions partager qu'est-ce que USAID, l'Agence des États-Unis, a appris grâce à notre programme Power Africa. Power Africa a travaillé dans l'Afrique australe et le lancement des entreprises de la mobilité électrique. Ce n'est pas quelque chose pour longtemps, pour l'avenir. Pour piloter des modèles d'entreprise dans le but d'entendre le produit d'énergie propre et renouvelable. Parmi les exemples, citons un projet qui s'appelle Ampersand au Rwanda, le projet Rome au Kenya et Zembo en Uganda. Il existe également un exemple près de chez nous, la principale entreprise de pico solaire en RDC, Altec Group, qui participe au forum aujourd'hui, pilote déjà 50 motocyclettes électriques dans 4 villes de ce pays, dont le nombre passera bientôt à 500 motos. Yongwa Machango, il est dans la... Il est là, exactement. Richard, en fait... Est-ce que vous pourrez venir... oui, nous prendre ici? On savait, en fait, vous sachez facétieux. C'est un test grandeur nature pour ensuite développer les services dans la ville de Dakar. Bon, l'avantage de la ville de Dakar, c'est que, donc là j'en viens aux autorités locales, c'est que la ville de Dakar a le CETUT, qui est un peu l'équivalent d'une autorité organisatrice du transport. Ils ont déjà mis en place un train express régional, donc c'est comme un RER, c'est un train urbain qui a été lancé il y a maintenant un an et demi. Et le projet de TRT est bien avancé. Donc, ça veut dire qu'on a des pôles d'échange qui se mettent en place où il y a une opportunité pour le droit à l'expérimentation et à l'erreur. Donc, parce que quand on parle de digitalisation, de services de mobilité, quand on s'attaque directement à l'environnement urbain, il peut y avoir des voiries qui ne sont pas adaptées pour le véhicule. Il peut y avoir des problèmes de sécurité, de vandalisme, il y a des tas de problèmes potentiels. Là, c'est un peu l'idée de tester avec des entreprises qui auraient leur propre plan de mobilité d'entreprise, en fait, et qui inciteraient leurs employés à utiliser un shuttle et puis passer au vélo. Et bon, le plan n'est pas encore fini, donc ce sera très expérimental. Et après, une fois qu'on arrive à un produit plus mature, on peut l'exporter dans le milieu urbain, qui est juste à côté. Voilà, S'il y a vraiment de mécanismes pour assurer la mise à l'échelle, mais aussi la durabilité de ce projet. Et quels sont les critères pour être guidés comme décision dans le cadre de ce projet? En Afrique,
des richesses de son sous-sol. La deuxième session était un dialogue sur la transformation locale. Cette session nous a effectivement permis de voir comment, tout au long de la chaîne des valeurs des batteries, il faudra investir suffisamment dans l'amélioration de notre contenu local, appuyer l'entrepreneuriat local et accompagner les PME congolaises à s'améliorer et à intégrer la chaîne des valeurs avec efficacité et compétence. Cette session nous a permis de comprendre la manière de produire les métaux, c'est-à-dire à comprendre quelles sont les normes éditées au niveau international et quelles seraient les normes éventuelles ou potentielles que pourrait mettre en place la République démocratique du Congo pour se mettre au diapason des exigences internationales. Et donc ici, l'interpellation nous invite au ministère de l'Industrie de vouloir mettre très rapidement les normes de production et de transformation des métaux qui rentrent dans la fabrication des batteries, afin que les outputs issus de ces matières premières soient acceptés et acceptables sur le marché international. Quant à elle, s'appesantit sur les dialogues interministériels sur la révalorisation des entreprises publiques. Alors cette session, qui n'a pas eu lieu, malheureusement, pourrait aussi, dans un sens comme dans un autre, nous montrer les différentes réformes entreprises par les gouvernements de la République démocratique du Congo pour aller efficacement vers cette amélioration de sa participation à la chaîne des valeurs des métaux qui entrent dans la fabrication des batteries. Et donc, on espère que prochainement, on aura des autorités attitrées pour nous parler de ces différentes réformes. Ce qu'il faut noter, c'est que la République démocratique du Congo a mis en place son plan directeur d'industrialisation qui est centré sur le développement des chaînes des valeurs, et la chaîne des valeurs des métaux a été l'un des projets prioritaires qui ont été mis en place. La deuxième chaîne des valeurs, c'est la chaîne des valeurs du manioc, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'agriculture. La chaîne des valeurs des manioc qui est en train d'être développée en République démocratique du Congo, avec l'introduction de la farine panifiable dans la composition du pain et de la pâtisserie. La 8e session, nous venons de suivre tout à l'heure, elle était centrée sur l'alimentation de la mobilité en Afrique, ouvrir la voie d'un service de transportation propre sur les continents africains. Vous avez bien suivi avec attention ce qui a été développé lors de cette session avec beaucoup de pertinence et d'intelligence. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous lire les quelques recommandations retenues à la fin de ces 8 précieuses et intelligibles sessions. Tout au long de ces exposés des différents brillants panélistes, ce n'est pas une déclaration, mais une recommandation. Et donc, quitte au gouvernement et à tous les acteurs de mettre tout en œuvre pour que cette recommandation trouve ici son sens. 3. Mutualiser les efforts entre les États africains, à l'instar de la République démocratique du Congo et de la Zambie, et assurer que les investissements œuvrant dans les secteurs miniers et de l'industrie des transformations soient effectifs pour leur connaissance, compétences et technologies au cadre nationaux en vue de pérenniser la création de la richesse dans la chaîne des valeurs de l'industrie des métaux et des batteries en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier dans un partenariat oui. Encourager les sociétés minières à dialoguer avec les compagnies technologiques en downstream de la chaîne des valeurs minières à venir s'installer en Afrique en général et en RDC en particulier. Élaborer des réglementations
plus incitative pour attirer les investisseurs et faciliter la transformation locale des métaux, des batteries électriques. 12. Améliorer la gouvernance du secteur minier en renforçant les capacités des acteurs étatiques. Commencer en son nom. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le ministre Zambia des Mines, Excellences, Monsieur les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Excellences, Madame le ministre provincial des Mines de la province du Tanganyika, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, nous ne pouvons nullement oublier de reconnaître l'expertise de vous tous ici présents, modérateurs, panélistes, intervenants et participants, pour vos contributions individuelles à la formulation de suggestions pertinentes et combien constitutives dans l'avènement d'une industrie de la batterie en Afrique. Il va sans dire que vos discussions ont porté essentiellement sur la question principale de savoir comment créer de la richesse dans la chaîne de valeur de l'industrie des métaux de batterie en RDC, en Zambie et en Afrique. C'est ici pour moi l'occasion favorable de renouveler l'invitation de la RDC à l'endroit des opérateurs économiques congolais et autres investisseurs étrangers à s'engager totalement dans l'industrie de la fabrication de batteries et véhicules électriques. La volonté de l'État étant notre garantie, je retiens que ce forum nous suggère notamment que l'établissement d'une feuille de route est plus que vital quant à l'engagement sur le chemin de la chaîne de valeur de batterie que nous voulons tous emprunter. Close des assises de la première édition du forum RDC Afrique sur les métaux de la batterie. Que vive la République de Zambie, que vive la République démocratique du Congo, que vive le partenariat public-privé. Je vous remercie.